Bon. Oui. Donc, Jodel m'avait demandé de parler des rapports, des liens entre la recherche et la théorie en architecture ou en urbanisme. Alors, je n'aurai pas la prétention d'être aussi général, parce que j'en serais bien incapable. Je vais donc très immodestement vous parler de moi, comme je disais, comme un témoignage au fond. Alors, en ce qui me concerne, ces rapports ont toujours été à la fois indispensables et en même temps tortueux, c'est-à-dire que ça n'a jamais emprunté la ligne droite. Je ne sais pas si on vous a distribué la petite autobiographie. C'est en ligne. Bon, d'accord, donc vous connaissez par cœur maintenant. Donc, au fond, comme vous savez, j'ai commencé à faire des études d'architecture au moment où l'école des Beaux-Arts était sérieusement remise en question, c'était à partir de l'année 65 où je suis rentré à l'école. Puis, après un parcours beaucoup plus politique qu'académique, donc il y a eu 68. Mais c'était une période au fond très, très féconde parce qu'on commençait à réfléchir de façon critique à ce qu'on faisait, autocritique, donc, pour essayer de refonder un enseignement d'architecture sur les ruines des Beaux-Arts qui étaient déjà, qui s'effondraient tout seuls. Bon, et bon, 68 a été un peu l'éruption de tout cela, mais ça a commencé avant, et puis après il y a eu l'aventure de la création des UP, etc. Et pour ma part, j'ai filé à l'université Paris 8 à Vincennes, le département d'urbanisme qui venait de se créer, parce que j'éprouvais une soif considérable d'enseignement théorique, précisément, d'enseignement que l'école des Beaux-Arts était incapable de fabriquer, puisque c'était le rapport maître à élève, enfin, que vous connaissez. Voilà. Donc, ça a été évidemment pour moi une ouverture importante, et je me dis qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants en architecture qui n'ont pas le temps, tout simplement, d'aller faire des études ailleurs, eh bien, perdent quelque chose, parce que, au fond, il n'y a rien de mieux que de sortir de sa discipline si on veut avancer dans sa discipline. Ça serait une des idées qui me resterait de tout ça. Et par conséquent, donc l'urbanisme m'a beaucoup ouvert beaucoup de champs intellectuels, et puis m'a aussi appris à rédiger, enfin, etc. Bon. Et depuis, je suis toujours resté à moitié urbaniste et à moitié architecte. Alors, je suis aussi, comme on dit, architecte-urbaniste, mais enfin, au fond, si vous voulez, je ne confonds pas les deux choses. C'est-à-dire que je pense que les architectes ne sont pas urbanistes comme ça, parce qu'ils ont décrété un jour qu'ils étaient urbanistes, parce qu'on leur a donné un cours de projet urbain, en général très mal enseigné dans les écoles. Et inversement, évidemment, c'est plus connu, mais enfin, les urbanistes ne sont pas pour autant capables de faire du projet, par exemple, quand ils sont simplement formés à l'université où on n'apprend pas du tout cette discipline-là. Donc ce croisement des disciplines était important. J'ai eu aussi la chance, dans cette refondation d'enseignement, de voir à Vincennes beaucoup de gens très, très intéressants de l'époque, mais d'avoir aussi dans l'école d'architecture des enseignants comme Bernard Letts, par exemple, comme Henri Raymond, sociologue, disciple d'Henri Lefebvre, et d'autres, etc. Et Roger Guérand, etc. Et ça m'a très profondément marqué. Et au fond, je dirais que une des choses qui m'a le plus marqué au moment où j'ai fini l'école et où j'ai fait mon diplôme sur ces sujets-là, c'était la réflexion des sociologues, enfin d'un certain nombre de sociologues de l'époque, qui s'était concrétisée notamment par un petit bouquin célèbre qui s'appelle Les Pavillonnaires. Alors, ce qui était très important dans cette histoire, c'est que, au fond, les pavillonnaires montrent que les architectes ne savent pas. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même, quand on fait des études d'architecture, à un moment, le professeur vous dit non, les architectes ne savent pas comment vivent les gens, ne savent pas quels sont leurs modes de vie, et plus profondément ce qui s'appelle les modèles culturels. Donc, modèle culturel, c'est une habitus chez Bourdieu, vous savez tout ce que c'est donc ce qui préforme au fond, dans une culture donnée, dans une société donnée, les comportements des gens. Ça ne veut pas dire que ça les détermine complètement, évidemment, mais ça donne au fond un cadre, une référence à leur action. Et
les pavillonnaires, les pavillons, donc pavillonnaires c'est l'habitant des pavillons, évidemment, les pavillons, bah, c'est une sorte d'expression de ce qui, à l'époque au moins, peut-être encore maintenant en partie, mais c'est moins évident. Et c'est d'autant moins évident que je ne vois plus beaucoup de recherches sociologiques sur ce sujet, donc c'est difficile de mesurer la distance. Mais au fond, le pavillon était censé, ces sociologues, être un peu l'expression populaire de ces modèles culturels. Et la critique portait vis-à-vis des architectes, et particulièrement des architectes modernes, et ce n'est pas par hasard en moderne, parce que précisément dans l'époque moderne, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle, eh bien, les architectes ont changé de statut vis-à-vis de la société et se sont mis à vouloir construire l'organisation spatiale de la vie, hein, du logement, par les années 20 par exemple, de la ville, etc. Alors qu'avant, on y reviendra tout à l'heure, alors qu'avant les architectes se contentaient de construire un immeuble dans une tradition urbaine assez tenue et dans laquelle ils avaient un taux de variation relativement faible. Ils étaient donc, en grande partie, pas complètement, mais en grande partie, dans une reproduction traditionnelle des savoirs, de la profession, etc. Puis d'un seul coup, à l'ère moderne, d'abord, ils sont plus entre deux mitoyens, ils commencent à faire tout autre chose, avec une beaucoup plus grande liberté. Et puis surtout, ils se considèrent comme les médecins de la société et surtout ceux qui doivent construire la ville ou le logement de l'avenir auquel les habitants devront se conformer. C'est-à-dire qu'on ne part plus d'eux, on leur assigne un espace configuré d'après des idéaux qui sont les idéaux des architectes et qui ne sont pas les idéaux ni même le reflet du comportement des habitants. Et ça, c'est évidemment quelque chose de radicalement important, nouveau, qui alors là, pour le coup, évidemment, n'a pas changé, et qui est au fond le signe très fondamental de ce qu'on appelle la ville moderne, l'architecture moderne, etc. Donc, pour moi, j'ai eu la chance de partir de cette critique-là, qui, jusqu'à maintenant, quand dans l'agence on fait des projets de logement, eh ben, pour moi, c'est encore une préoccupation quotidienne. Et quand je vois mes jeunes collaborateurs, et pire encore, tous les NAJA, tous les jeunes architectes en ligne, etc., ou branchés, mettre 3 appareils de cuisine au fond d'un séjour qui, d'ailleurs, malheureusement, s'est réduit à presque rien parce qu'on fait des logements indignes désormais, eh bien, je leur explique qu'il y a une grande partie, sinon la majorité de la population réelle, pas forcément de ce qui sont eux, c'est-à-dire des espèces d'étudiants montés en graines avec un mode de vie très particulier, mais la majorité de la population ne supporte pas du tout ça, c'est-à-dire ne supporte pas de montrer à tout le monde comment est rangée sa cuisine, qui n'existe plus, ou de recevoir les gens dans de pareilles conditions. Je prends un exemple parmi d'autres. Donc voilà, quelque chose qui, par exemple, un fruit de la recherche, pour commencer, qui m'a très profondément marqué, qui continue très longtemps après, je ne sais pas dire combien de temps après, véritablement à être un point de référence dans mon travail d'architecte et aussi d'urbaniste, vous le verrez. Alors, de là est parti, de cette histoire de modèle culturel qui définissait une organisation spatiale du logement, une organisation codifiée du logement, codifiée par la pratique sociale, eh bien, est partie une réflexion sur les types. Alors, les types de logements, les types de bâtis. Le mot type a été remis à la mode par les Italiens, Muratori, puis dans ma période, dans la période où je les ai découverts, notamment Emonino et Rossi. Et donc il y a tout un fond de recherche en Italie qui s'est développé, qui a abouti à ce qu'on appelle l'architecture urbaine et la tenenza. Voilà. Et qui d'ailleurs n'a pas porté uniquement là-dessus. Il y a des développements architecturaux propres à cette tenenza, mais qui ne m'intéressent pas dans ce propos. En revanche, l'idée de type a été pour moi une idée très importante parce qu'elle
me semblait être, disons, le principe, le type, le principe qui permet d'articuler, de comprendre le rapport entre les pratiques sociales et la fabrication de l'espace. La fabrication de l'espace, et plus concrètement même dans la construction des bâtiments, et en particulier des logements. Je vous rappelle que l'école que j'ai faite en pleine effervescence et en pleine révolution s'était donnée, au fond, comme but de faire la critique de l'enseignement des beaux-arts, mais aussi de reconstruire un enseignement. Et sur quoi voulions-nous reconstruire cet enseignement? Sur les sciences humaines. Alors, ça n'a d'ailleurs pas très bien marché à la fin, et puis à la fin, ça a été un peu, cette idée a été abandonnée au fur et à mesure, et sans doute, elle n'était pas idiote, mais elle était insuffisante pour rebâtir la discipline architecture. Mais en tout cas, elle a été très importante dans notre prise de conscience. Alors, donc la question, c'est bien comment on articule de la pratique sociale et le métier d'architecte, puisque désormais ça s'appelle architecte, autrefois ça s'appelait maître d'œuvre, ou je ne sais pas quoi. Alors, le type, donc pour moi, c'est ce qui articule précisément les modèles culturels ou les habitus avec les règles traditionnelles transmises d'organisation de l'espace, mais pas seulement d'organisation de l'espace, aussi de la construction, par exemple, de la façon d'édifier, de façon générale, globale, parce que tout ça se mélange un peu, de la façon d'édifier des constructions, des logements. Dans un article que j'ai publié il y a très longtemps, il y a presque 40 ans maintenant, dans l'architecture d'aujourd'hui, qui était dirigée à l'époque par Bernard Huette, je montrais par exemple que, disons dans une période pré-industrielle, encore une fois c'est là que ça a changé, période pré-industrielle, eh bien un maçon ou voire un architecte à qui on commandait une maison, eh bien savait déjà au départ comment il devait construire cette maison. Bon. Et son client avait lui aussi une idée assez claire de ce que devait être cette maison. Pas dans tous les détails, naturellement, pas dans des variations tenant à la richesse ou à la situation, au contexte, etc. Peut-être, mais très fondamentalement, l'un et l'autre se référaient à un type. Un type, et si le commanditaire à l'âge classique, par exemple, était un bourgeois, eh bien, ou même un petit peu avant, disons, c'était un bourgeois, eh bien, on allait lui construire une maison pour un bourgeois, qui avait une certaine organisation spatiale. Cette maison, elle remonte dans le temps, au Moyen-Âge, avec donc des maisons, les maisons bourgeoises de l'époque, on trouve dans le dictionnaire de Viollet-le-Duc et dans beaucoup d'autres recherches, et qui est resté le type fondamental d'ailleurs de la maison individuelle urbaine dans tous les pays du Nord, enfin les pays donc comme les Pays-Bas, la Belgique, en partie l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis, toutes les maisons de Boston ou de Philadelphie ou de New York au début. Donc cette maison, elle est dans une parcelle profonde avec une façade sur la rue qui au Moyen-Âge était probablement une échoppe et s'étend derrière avec un jardin et en général derrière il y a des fonctions un peu servantes comme la cuisine, etc. Donc vous voyez dans cette forme très très typifiée, très très courante, hein, qui est presque fondatrice de l'Europe bourgeoise au Moyen-Âge. Hein. Donc vous voyez comment s'organise la maison. Et tout le monde savait ça, évidemment, et personne ne mettait en question ça. Donc, la discussion entre l'architecte et son client portait sur comment le faire avec plus ou moins de qualités différentes, mais en tout cas en se référant toujours au même type. Si l'architecte construisait pour un noble, un aristocrate, en ville, parce que la noblesse est venue s'installer en ville avec Louis XIV, comme vous le savez, il construisait ce qu'on appelait un hôtel, qu'on appelle encore aujourd'hui un hôtel particulier. Et vous observez que
le type de l'hôtel particulier est exactement à l'inverse de la maison bourgeoise, organise l'espace à l'inverse de la maison bourgeoise. C'est-à-dire qu'on rentre par des fonctions plutôt servantes, on a une cour avec des écuries sur les côtés, et la cour c'est une distance vis-à-vis de la rue, donc on ne s'adresse pas directement à la rue. La rue n'est pas l'espace de référence, n'est pas le lieu au fond d'expression sociale du propriétaire de l'hôtel particulier, c'est plutôt ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le jardin, sans doute une image de son rapport à la terre, puisque c'est au fond le fondement de l'aristocratie. Bon, voilà, alors on voit dans ces deux exemples que la pratique sociale, la culture de ces groupes sociaux, de ces classes sociales, était très fortement en rapport avec la forme de leur habitat, laquelle était fortement typifiée et ne subissait que des variations. Et aussi, évidemment, des mélanges, c'est-à-dire que vous observez aussi des bourgeois qui veulent devenir comme des grands seigneurs, hein, c'est une histoire très, très classique, et qui donc commencent à se fabriquer des trucs qui sont un peu entre les deux, montrent des signes extérieurs, etc. etc. Alors, tout ce bel embrayage entre la pratique sociale et la fabrication de l'espace est remis en question par la production industrielle, où l'architecte n'est plus le maître d'œuvre qui reproduit un savoir traditionnel. Enfin, il l'est encore très largement dans le Paris d'Haussmann, par exemple, hein, qui est très, très typifié, mais là, maintenant, avec des catalogues, puisque ça commence à filer vers de l'or, mais avec des catalogues, et qui fait donc les maisons bourgeoises que vous voyez dans Paris. Bon. Au XXe siècle, l'architecte fait des projets. Et le projet, c'est une rupture radicale avec la tradition, avec la transmission traditionnelle du savoir bâtir et du savoir organiser l'espace social. Je dis bâtir espace social, parce que le type, ce n'est pas seulement un modèle, c'est pas seulement, disons, un schéma d'organisation spatiale, c'est aussi un bâtiment concret, bâti, avec des dimensions. Par exemple, bon, dans les villes américaines au XVIIIe et au XIXe siècle, en général, les maisons, conformément à la tradition gothique, hein, étaient entre deux mitoyens coupe-feu, après le grand incendie de l'autre, évidemment, mais avec, donc, le règlement incendie a beaucoup réformé les types bien avant qu'il y ait des règlements incendie, et entre les deux murs mitoyens, il y a une poutre, et en général, la maison fait la longueur possible de la poutre. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine portée, on ne sait plus faire avec une seule poutre, donc on passe à autre chose et ça fait un autre type, etc. Bon. Vous voyez dans ces petits exemples mais que dans le type, tout s'enchaîne, tout s'embraye, tout s'articule. La technique constructive, l'ornementation aussi, qui est en rapport avec donc le savoir académique des architectes, mais aussi leur pratique, etc. Bon. Donc c'est cet embrayage, cet enchaînement qui m'intéressait beaucoup. Alors, de là, de cette histoire de type, et aussi de cette réflexion sur ce qu'est le projet, c'est-à-dire autre chose que la reproduction typologique, mais une réinterrogation à chaque fois du modèle spatial et du mode constructif, c'est une espèce de libération possible par rapport à une tradition, eh bien, donc est né un peu plus tard, avec aussi, là encore, des influences des gens avec que je côtoyais, les enseignants ou amis à Versailles, par exemple, c'est l'époque où Philippe Paneret, Jean Castex, enfin toute une bande d'architectes urbanistes, comme on a dit après, travaillaient sur la ville. Alors, de cette réflexion sur le type, et dans cette réflexion s'est articulée avec une réflexion sur les formes urbaines. L'idée, je ne vais pas développer parce que ce serait évidemment trop long, puis vous en savez certainement plus que moi sur ces sujets, mais l'idée centrale de cette réflexion, de l'articulation entre morphologie urbaine et typologie, c'est l'idée de la substitution. C'est-à-dire l'idée qu'on peut, dans un parcellaire, substituer un bâtiment à un autre bâtiment, tout en gardant la trame parcellaire.
dire, ça a l'air évident comme ça, mais au fond, ça a complètement, enfin, ce mode de fabrication de la ville a complètement explosé le jour où on a dit on fait des ZAC, par exemple, où on efface complètement tout le tissu parcellaire, et puis on fait une autre forme urbaine. Là encore, la modernité a libéré complètement la... Mais, enfin, libéré d'une certaine façon. Bon. Alors, l'idée de substitution, elle est assez importante parce qu'elle permet de comprendre que la ville est un emboîtement d'échelle spatiale et temporelle. Et l'idée de substitution va avec l'idée de permanence. Ça, c'est bon, c'est très bien expliqué par Rossi, mais ça vient de plus loin des géographes français du début du XXe siècle. Et l'idée de permanence, c'est que dans une ville, comme Paris par exemple, vous allez trouver des voies, par exemple la rue Saint-Jacques, qui sont là depuis les Romains. Et puis vous observez que le système viaire a une plus grande inertie, change moins vite. On peut l'observer dans toutes les villes du monde, mais c'est très frappant quand on analyse l'évolution des villes américaines, où, par exemple, la grille initiale dessinée par un géomètre à la fin du XVIIe siècle à New York, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'au départ, il devait y avoir des maisons individuelles, et puis ça finit avec des gratte-ciel, et puis il y a eu toute une série de mutations typologiques et morphologiques, donc de substitution, suivant d'ailleurs des règles qui sont loin d'être hasardeuses, qui obéissent à des mécanismes assez connus, assez précis de mutation foncière. Bon. Voilà, permanence et substitution, donc des choses qui sont permanentes dans la ville. Et donc, vous voyez que la permanence, c'est une articulation entre le temps et l'espace. Hein. En général, les grands objets à l'échelle du territoire sont aussi des objets qui ont une longue durée. Quand on fait un canal, à l'époque classique, ou quand on fait aujourd'hui une autoroute ou une voie ferrée, il y a des chances que ça dure assez longtemps. Et puis, ensuite, des phénomènes de plus courte durée et en général de moindre ampleur spatiale. C'est par exemple le parcellaire, dont on sait aussi qu'il est très permanent. L'exemple célèbre de la reconstruction de Londres, qui finalement s'est reconstruit sur le même parcellaire, alors que les architectes comme Rennes, etc., avaient fait des projets tout à fait différents de l'ancien Londres. Il a fallu le reconstruire parce que, tout simplement, la propriété n'avait pas été abolie. Et les gens continuaient à posséder leur lopin de terre. Et on a reconstruit Londres à partir des archives de notaires. Pas complètement, mais en grande partie à partir des archives de notaires. Et pas à partir d'un plan d'architecte. Et pour casser cette reproduction, il a fallu inventer, à l'époque contemporaine, il a fallu inventer des processus comme la ZAC, donc les droits d'expropriation à grande échelle, qui permettaient effectivement d'abolir la propriété pour transformer la forme urbaine. Et puis ensuite les maisons, les bâtiments, donc qui ont quand même une certaine durée de vie. Et puis enfin, ce qui se passe à l'intérieur, les boutiques, les aménagements. Donc au fond, la ville, c'est un phénomène qui allie en permanence, permanence et substitution. Et c'est ça qui fait une ville. Quand il n'y a plus de permanence, eh ben, ça n'existe plus, tout simplement, ça n'accumule plus. C'est une ville qui disparaît, qui se consume au fur et à mesure qu'elle se fait. Quand il n'y a plus de substitution, ben, ça fait soit un secteur sauvegardé, soit un grand ensemble où tout a été décidé d'une seule main et n'évoluera jamais jusqu'au moment où on va le démolir complètement. Donc, permanence et substitution, et à travers ce couple-là, une réflexion évidemment sur les temps et les espaces de la ville et sur l'articulation de cela avec les projets, avec les types et avec le travail des architectes. Alors, j'ai donc fait mon diplôme en partie là-dessus, et en confrontant dans plusieurs articles, c'était un diplôme écrit à l'époque, c'était j'ai analysé la maison de Victor Horta à Bruxelles en la mettant, en la comparant avec les types de la maison bourgeoise qui lui étaient contemporains. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que justement, très précisément, Horta se livre à un certain nombre de transformations du type traditionnel, un certain nombre de violations des habitudes sociales, un certain nombre de rupture, etc. D'où on voit à quel point le type est considéré comme un, entre guillemets, langage social, et à quel point donc l'artiste qui est devenu l'architecte peut travailler de façon critique dessus ou en proposer une nouvelle interprétation.
un peu plus tard, j'ai été chercheur professionnel pendant à peu près 1 an. Alors, et là, c'était donc sous la direction de Bernard Huet, et nous faisions une recherche sur la naissance de la ville moderne à travers l'époque industrielle. Et il y avait 3 équipes, une qui travaillait sur Paris, une qui travaillait sur Bourges, et moi qui travaillais sur le Creusot. Donc, les autres travaillaient sur la ville à l'époque industrielle, et moi vraiment sur une ville industrielle, c'est-à-dire construite pour et par l'industrie. Alors ça, c'est une recherche qui a été, donc c'est fait dans les années 72-73 à peu près, qui a été ensuite publiée en 1981. Et donc, une recherche sur, au fond, les nouveautés dans la façon de fabriquer la ville. Alors, 2 ou 3 choses que l'on repère, c'est d'une part la fin de la mixité de l'espace. La mixité aujourd'hui, c'est devenu un grand thème, comme vous le savez. C'est-à-dire que jusque dans les années 1850, il n'y a pas de grande usine. C'est-à-dire que l'industrie est en permanence mélangée avec les autres activités de la ville ou de la campagne, d'ailleurs, c'est souvent de la campagne. À partir de la révolution industrielle proprement dite, d'abord l'industrie change d'échelle, occupe des surfaces bien plus grandes et se rationalise d'une façon telle qu'il devient impossible de mélanger son activité et son territoire avec la ville. Donc il y a apparition d'un espace complètement spécialisé, complètement hétérotopique, comme disait Michel Foucault, par rapport à la ville. C'est pas la première fois qu'il y a des territoires spécialisés. On peut considérer que, je sais pas quoi, les abbayes, etc., étaient des territoires en dehors de la ville. Mais là, ces territoires, en plus, obéissent à des règles d'engendrement, de fonctionnement, etc., qui sont complètement différentes. Et l'autre versant de cette recherche, c'est la façon dont se mobilisent les moyens économiques pour fabriquer la ville moderne. On remarque notamment que les Schneider, donc ces capitaines d'industrie qui développent le Creusot à partir de 1850 environ, les Schneider sont des capitalistes modernes et intelligents qui ne font pas ce que font leurs petits camarades philanthropes. Lisez le beau livre de Roger-Henri Guérand, Les origines du logement social, qui raconte donc comment à l'origine du logement social, il y a une branche philanthropique, que vous voyez à la caserne, pas à la caserne, la cité Napoléon, par exemple, à Paris, ou dans les cités ouvrières faites par Dollfus, Séville, ou même dans les corons du Nord, dans une certaine mesure, où le patron industriel, ou l'industrie, construisait le logement de ses ouvriers, ce qui était et leur donnait un logement plus ou moins décent, et ce qui d'ailleurs au départ était une nécessité, parce que la première question du développement industriel a été comment est-ce que l'on fait venir les gens de la campagne pour les faire travailler dans la ville. Spontanément, ils n'y venaient pas tout seuls, d'une part, et d'autre part, il fallait bien les mettre quelque part, éviter qu'ils ne se révoltent, qu'ils se syndicalisent, etc. Et d'où très vite l'idée de la maison individuelle qui précisément s'opposait au logement collectif qui était, Roger Guérand le montre très bien, qui était supposé porter tous les germes du communisme et de l'échange entre les ouvriers, classe dangereuse, comme le dit également un autre livre de Chevalier. Donc, apparition là d'un type, entre parenthèses, la maison individuelle, le pavillon, il commence là, puis très vite ça devient le pavillon bourgeois, c'est-à-dire l'habitat de la République des rentiers, c'est lié, et Schneider, justement, au lieu de construire lui-même les maisons de ses ouvriers, comme les autres, eh bien, il fait en sorte que les ouvriers construisent eux-mêmes leurs maisons, mais
encadré par sa façon d'organiser la ville. Alors, sa façon d'organiser la ville, c'est d'abord de laisser la place à l'industrie, grande réserve foncière, etc. Développer des quartiers assez complets, c'est un urbanisme assez intelligent et qui serait pas très lointain, loin de ce qu'on fait aujourd'hui avec des quartiers un peu autosuffisants, avec l'église, le commerce, etc. Et donc, au lieu de construire les maisons, Schneider met en place un système d'épargne salariale qui est très moderne parce que c'est longtemps avant, au fond, la Caisse des dépôts et consignations, longtemps avant que ça soit fait que ça soit fait par l'État. C'est-à-dire qu'avant que tous les mécanismes de financement du logement se mettent en place au début du XXe siècle par l'État, c'est des patrons comme Schneider qui les mettent en place. Et donc, au fond, les ouvriers cotisent à une caisse qui va leur prêter, leur faire des prêts à un taux intéressant pour construire leur maison. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs, et ça permet de ne pas dissiper le capital dans quelque chose qui n'est pas productif, c'est-à-dire l'habitat et la ville, et par conséquent de l'utiliser pour développer l'outil industriel. On a là, si vous voulez, un des éléments très fondateurs, au fond, de ce qu'est la ville industrielle et à l'origine de la ville moderne. Bon, alors, de tout cela est sortie une idée qui s'est appelée, à partir de 1975-76, à peu près, le projet urbain. Alors, le projet urbain, il se trouve que dans ces années-là, je travaillais sur ces recherches, et aussi j'avais une pratique de concours, assez petite, hein, évidemment, jusqu'au moment, en 1974, où, poussé par la nécessité de gagner correctement ma vie, enfin, disons un peu moins mal ma vie, je suis rentré à l'agence de Chemetov, Paul Chemetov, à la UA, donc en 1974, et dont je suis devenu associé en 1979, et donc que j'ai quitté en 1984. Alors, l'histoire du projet urbain, c'est venu d'une réflexion sur à la fois ces prémices théoriques dont j'ai parlé, c'est-à-dire typologie et morphologie, d'une part, également le travail que j'avais fait sur le Creusot, comment est-ce qu'on construit une ville, sur quelle base, et aussi sur une critique de l'urbanisme réglementaire qui était relativement nouveau à l'époque, puisque la loi d'orientation foncière du ministre Chalandon date de 1968 précisément. Cette loi d'orientation foncière a fixé ce qui est d'ailleurs encore aujourd'hui la base de l'urbanisme réglementaire français, c'est-à-dire le principe des plans d'occupation des sols, le principe des AC, dérogatoires, et le principe des règlements d'urbanisme en général. Mais il y avait, dans les ambitions de la loi d'orientation foncière, il y avait la planification. C'est-à-dire l'idée qu'on ne se contentait pas de copier-coller un plan d'occupation des sols devenu par la suite un PLU. Encore une fois, tout ça est resté très semblable. Il y a eu très peu d'évolution au fond dans tout ça. Mais qu'on devait faire précéder ce règlement urbain, portant sur l'usage du sol, le droit d'utilisation du sol, on devait le faire précéder d'un projet, d'une réflexion planificatrice. Parce que mon projet n'était justement pas utilisé. Dans une loi postérieure, qui a cité le PLU, ça s'est appelé le PADD. Bon. Et au début, ça s'appelait, je crois, le préambule ou quelque chose comme ça du plan. Ça a fonctionné là où il y avait des urbanistes, et ces urbanistes appartenaient presque toujours à l'administration d'État.
comme vous le savez, ce n'est qu'à partir de la décentralisation 1983, si je me souviens bien, que les villes se sont vues confier les responsabilités en matière d'urbanisme, de délivrance des permis de construire, etc. À l'époque, c'était l'État, c'était donc l'administration d'État, les directions de l'équipement, ce qu'on appelait les OREAM au niveau des régions, je ne sais plus comment, au niveau des villes ou des arrondissements, etc. Bon, tout le travail important a été fait. Il faut se rappeler aussi quand même que c'est dans cette époque-là que s'est fait le schéma directeur d'aménagement de la région parisienne, sur lequel on vit encore très largement. Donc, il y a eu une production planificatrice très importante et en même temps une codification très forte par le règlement d'urbanisme. Et dans notre pratique d'architecte, eh bien, on était confronté constamment à ces règlements qui nous paraissaient incapables d'organiser la forme urbaine. C'est-à-dire que, voilà, donc l'idée de projet urbain est venue de là, une critique, au fond, sur comment fabriquer la ville, choses sur lesquelles j'avais travaillé comme chercheur auparavant, comment fabriquer la ville, et il était tout à fait évident que le règlement d'urbanisme, au fond, le règlement d'occupation du sol, était incapable de le faire. Notamment parce qu'il ne parlait que de l'espace privé, c'est-à-dire que le règlement d'urbanisme s'applique aux parcelles privées, et pas du tout à l'espace public. Or, dans ces années-là, l'idée que la maîtrise, l'organisation de l'espace public, la qualité de l'espace public était au fondement de l'urbain, ce qui s'est exprimé par la suite, 10 ans après, à peu près à Barcelone, où vous savez qu'il y a eu tout un travail notamment sur l'espace public, ce qui était tout à fait nouveau, parce que le mode d'action sur la ville inventé à Barcelone dans les années 80 et portait précisément sur l'espace public et non plus sur le logement comme quantité, je dis entre guillemets, parce que ce qui est, enfin, le matériau de fabrication de la ville depuis le début du XXe siècle, ben, c'est le logement. C'est le logement, c'est la quantité de logement, c'est l'organisation d'espace autour des logements, etc. D'un seul coup, ça devient l'espace public. Donc, dans nos réflexions, il y avait cette idée qu'il fallait aussi projeter l'espace public et qu'il ne suffisait pas de réglementer l'occupation du sol. Bon, alors, et enfin, le troisième ressort de ça, qui là vient probablement, tout ça est un peu mélangé évidemment, mais vient probablement des travaux italiens, ben, c'est l'idée que, enfin là en particulier, ça vient de Rossi notamment, c'est l'idée qu'il y a une réalité, une certaine autonomie de la forme urbaine. C'est-à-dire que la forme urbaine n'est pas seulement le résultat mécanique, de fonctionnement, de pratiques sociales, d'échanges économiques, etc., ou même ne doit pas être simplement l'objet d'une planification fonctionnelle, si vous voulez, ou juridique, mais il s'agit, du même type que l'espace architectural d'un bâtiment, il s'agit de quelque chose qui a son existence propre, dans lequel d'ailleurs on constate dans l'histoire, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec permanence et substitution, ça c'est une des racines qui permet de comprendre ça. Eh bien, dans le temps, l'espace reste, l'espace public de la ville, je vous parlais de la rue Saint-Jacques par exemple, bon, ben, elle est toujours là, elle a sans doute pas tout à fait la même tronche qu'à l'époque romaine, mais enfin elle est toujours là, et les usages, les fonctions ont changé. Bon, les règlements ont changé, etc. etc. Bon, donc, c'est cette idée que la forme urbaine, elle a une permanence et qu'elle doit en même temps organiser la substitution et ne doit pas dépendre simplement d'une vision planificatrice ou juridique, mais d'un véritable projet. Puisque, là encore, référence à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait projet parce qu'il n'y a plus de tradition. Parce que le savoir-faire qui se transmettait par la tradition fait que les villes d'avant la révolution industrielle sont magnifiques. Enfin, nous, aujourd'hui, on les trouve absolument magnifiques. Je ne sais pas comment, pas sûr qu'elles étaient aussi magnifiques à
aux yeux de leurs habitants de l'époque, mais aujourd'hui, il y a une espèce d'harmonie dans tout ça, qui est formidable, qui est composée de traditions et de projets d'ailleurs, mélangés, qu'on ne sait plus avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que de fabriquer une ville. C'est beaucoup plus difficile de faire une ville que de faire un téléphone portable, qui est pourtant une merveille technologique absolument extraordinaire. Donc l'idée qu'il fallait projeter. Cette idée de projet urbain, je la mets en œuvre avec deux amis, Patrice Novian et Edith Gérard, et on fait un projet sur un quartier à Miramas, dans ce qui était à l'époque la ville nouvelle de l'étang de Berre, un projet qui ne s'est pas réalisé. Mais au fond, c'est un projet qui était dessiné, écrit comme une ville avec, d'une part, un tissu régulier, typologique, des espaces atypiques, des éléments de composition urbaine, etc. Et aussi avec cette idée de parcellaire, de substitution possible, et aussi l'idée qu'il s'agissait non pas, comme on faisait les villes nouvelles à l'époque, de planification ou d'une représentation avec des patates, des flèches, disons une espèce d'expression fonctionnelle de ce que ça devait être, mais d'un véritable projet dessiné, avec des prescriptions assez fortes, par exemple, sur les types bâtis. Et on s'appuyait sur l'observation des maisons de cheminots à Miramas, justement, c'est une vie SNCF, qui ont toutes leur jardin au sud, même quand la rue est au sud. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a le Mistral. Donc, c'est à partir de l'observation des types réels, et d'ailleurs des types récents, c'est une maison d'ouvriers, qu'on fabrique ce truc-là. Bon. Et je publie un article dans AMC ou Archives d'aujourd'hui, je ne me souviens plus, qui s'appelle « Pour un projet de forme urbaine ». Donc, au départ du projet urbain, dans mon esprit au moins, il y avait cette idée qu'il fallait projeter la forme de la ville. Et pas seulement... Alors, le mot a évolué un petit peu, et je pense que j'ai commencé à parler de projet urbain, c'est le mot lui-même, 1 ou 2 ans après, je crois en 76. Et après, j'ai écrit une quinzaine d'articles, jusqu'en 90 à peu près, sur ce sujet, dans différentes et évidemment en essayant de creuser, d'approfondir la notion de projet urbain pour essayer de lui donner un fondement théorique. Alors, je suis beaucoup trop long. Vous me dites quand vous en avez marre, parce que je crois que je vais passer un petit peu. Bon, alors, là encore, vous voyez, je m'arrête un petit peu pour dire que, vous voyez que dans ça, il y a un aller-retour permanent entre pratique et théorie. C'est très important. Pour tout dire, je n'ai jamais supporté l'idée que je pourrais être chercheur à vie. Mais pourtant, quand j'ai fait de la recherche au début, c'est parce que je ne voulais pas non plus être architecte à vie. D'ailleurs, quand on est sorti de l'école dans les débuts des années 70, il y avait 5000 architectes en France. Il y en a plus de 50 000 inscrits alors aujourd'hui. Donc la situation est très différente. Tout le monde avait du boulot. On trouvait du boulot en agence instantanément, sans aucun problème. Mais on avait très peu de chance d'être à notre compte, comme vous voyez, on ne pensait pas que ce soit possible. En plus, on avait une idée, parce qu'on avait fait une école en pleine révolte permanente contre tout, on avait une idée très négative de l'architecture professionnelle de l'époque. Donc on pensait qu'on n'avait aucun avenir, en gros, sauf celui de gratter dans des mauvaises agences à faire des mauvais projets. Donc on a fait de la recherche. C'est évident. Et puis certains ont continué. Mais bon, moi j'ai arrêté de me dire chercheur quand les choses se sont mises en place un peu officiellement. C'est-à-dire qu'au début, les premières recherches qu'on a faites, si j'étais encore étudiant avec Claude Vier et Edith Gérard d'ailleurs à l'époque sur le Liban du Nord, c'était financé par la DATAR. Il n'y avait pas encore d'organisme de recherche architecturale. Et puis ensuite, il y a eu, donc après 68, ça s'est mis un petit peu en place, enfin, dans le début des années 70, ça s'est mis en place, et donc on a commencé à fonder des instituts de recherche dans les écoles, qui existent encore d'ailleurs pour la plupart,
Et puis, là-dessus, il y a une réforme qui a dit, attention, les instituts, ça doit être des laboratoires. Donc, les laboratoires, il faut qu'ils soient affiliés au CNRS, qu'ils soient permanents. Donc, ils vont passer la majorité de leur temps à répondre à des appels d'offres. C'est le premier aspect de la recherche qui n'est pas très réjouissant, mais malheureusement, on passe aussi la moitié de notre temps à répondre à des appels d'offres pour l'organisme, pour faire des notes méthodologiques, etc. Mais surtout, il va y avoir un statut de chercheur et on peut être chercheur à vie comme au CNRS. J'ai même participé pendant au moins 3 ans à la commission architecture, urbanisme, société, AUS, du CNRS, qui regroupait de façon absolument surréaliste des médecins, des psychiatres, des architectes, des ingénieurs de génie urbain, que sais-je encore, etc., etc., toutes les spécialités de l'urbanisme. Et nous, membres de la commission, on recevait des cartons de livres comme ça, avec toutes les publications doctorales de tous les gens qui étaient candidats à un poste au CNRS, payés avec évidemment un salaire de femme de ménage, mais bon, c'est un boulot gigantesque, et moi j'ai fini par démissionner parce que je me sentais absolument pas compétent pour donner un avis sur des médecins, par exemple. Bref, voilà, donc c'est une époque bizarre qui m'a fait prendre un peu de distance vis-à-vis de la recherche. Je ne dis pas du tout le fait qu'il y ait des chercheurs professionnels, heureusement, non plus d'ailleurs qu'il y ait des doctorats. Le doctorat a permis sans doute de faire ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire en allant à l'université, par la bande, ou en faisant de la recherche avec Bernard Huet et d'autres après. Bon. Donc si les doctorats avaient existé à l'époque, ça aurait été un doctorat. Voilà. Bon, donc c'est très bien les doctorats parce que évidemment ça remonte un peu le niveau, ça oblige les gens à lire des bouquins aussi, ce qui est extrêmement rare. Là, je dis ça parce que j'étais aussi prof à l'école des ponts des chaussées et au master à Mur, et je recrutais les architectes candidats qui avaient déjà passé l'examen, etc. Bon. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous avez lu dans l'année passée? Et 9 fois sur 10, rien. Est-ce que vous avez déjà lu un bouquin sur l'urbanisme ou sur l'architecture? La charte d'Athènes. Qu'il n'avait évidemment pas lu, dont ils avaient entendu parler. Ben, c'est consternant, c'est-à-dire que, voilà. Et ça, c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années, donc j'imagine que la situation est bien pire. Donc il faut évidemment des doctorats pour qu'il y ait des enseignants pas complètement analphabètes. Je pense que c'est tout à fait utile et ça vient compléter heureusement la pratique professionnelle. Bon. Mais enfin, voilà, moi je me sentais pas, je ne me voyais pas enfermé là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'avais des grandes ambitions professionnelles, pas du, j'en avais aucune. Mais simplement, voilà. Donc j'ai travaillé avec Chemitov, j'ai commencé autre chose, mais en même temps, j'ai continué à écrire des articles et j'encourage mes salariés aujourd'hui à le faire. Ils me demandent, est-ce que je peux accepter un poste de vacataire dans une école d'architecture? Je dis, mais vas-y tout de suite, c'est très très bon pour l'agence qu'il y ait des gens qui fassent autre chose que gratter. Bon, alors, excusez-moi de cette petite parenthèse, je reviens à mon mouton. Le projet urbain, donc, est une idée qui s'est imposée progressivement. Alors, je précise que je ne suis pas l'inventeur du projet urbain, parce que ça s'appelle Urban Design en anglais, et tout le monde connaît ça depuis très longtemps. Et évidemment, personne n'a inventé ni le projet ni l'urbain. Mais j'ai été certainement un des premiers à défendre la notion et essayer de lui donner un contenu. Et en parallèle, il y avait d'autres gens que vous connaissez, dont j'ai parlé tout à l'heure, nos amis de l'école de Versailles, qui a réussi pendant longtemps à avoir un noyau d'enseignants, chercheurs, parce qu'eux non plus étaient moyennement chercheurs, disons, ils étaient chercheurs, mais ils étaient un peu aussi autre chose, et qui ont, eux, eu une production très intéressante de bouquins que vous connaissez, etc., mais aussi d'enseignement et tout ça. En revanche, j'ai eu l'occasion d'avoir à évaluer
parfois la recherche architecturale. Et quand elle s'est trop spécialisée, trop